Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 22 de Processus à distance. Parce que le gentil Pierre-Alexandre Girard, alias Pag, qui était en studio avec nous lundi et qui a passé la semaine sur le derrière avec une jolie grippe, a peut-être refilé quelques petits microbes, mais évidemment que quand on a les écailles aussi épaisses comme Simon Boisvert, on est à l'abri des virus. Comment allez-vous, les gars? Ça va bien. Ça a été rock'n'roll de se rendre ici parce que ceux qui nous écoutent au Québec savent qu'il est tombé beaucoup de neige dans les derniers jours. Et puis, on est lundi après-midi en ce moment, puis les routes sont toujours pas déblayées. Mais the show must go on. As-tu réussi à te stationner? Oui. Ah, bon. Oui. C'est déjà ça. Oui. Juste en face de la station. Bon. Pag, comment vas-tu, mon cher? Ça va mieux que toi, je pense. Je suis rendu dans une phase dans mon cycle de grippe que tout va mieux. Mais enfin, c'est dans le passé. Fait que pour l'instant, je regarde vers le futur. Et j'aimerais vous dire que Processus est une présentation de Bet99. Tous les matchs commencent sur bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre, bet99.net a quelque chose pour tout le monde. J'aimerais vous dire également que Processus est présenté par Carlsberg, la bière officielle des fans de la LHJMQ et probablement la meilleure bière au monde. Bon. Simon, avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce qu'on a un autre sujet intéressant à proposer, une bonne idée de ta part, j'imagine que tu as remarqué comme moi le mouvement de contestation qui a lieu sur les réseaux sociaux depuis une semaine. J'en ai été moi-même surpris. Dans les commentaires YouTube avec les jeux de mots de Pag. Alors, oui! C'est devenu, écoute, le Free Pag. Après le Free Britney, le Free Pag. Alors, j'imagine qu'on va lui donner quelques jeux de mots aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je me tiens loin de tout ça, puis je garde une poker face quand Pag fait un jeu de mots. Bon. Simon, écoute, on en parlait ce week-end, puis tu as un ami qui t'a challengé. Ouais. Et tu aimes les challenges. Oui. Et moi, personnellement, avant de connaître les résultats de ta petite enquête, parce que tu as encore travaillé très fort, j'aurais comme tendance à être du bord de ton ami. Est-ce que je me trompe ou pas? Tu trompes. Ben, en tout cas, vas-y donc. Mais ça dépend de l'angle qu'on va donner à nos arguments. Je pense que c'est plutôt l'angle des arguments qui va faire en sorte que les auditeurs vont décider si tu trompes ou tu trompes pas. Ben, vas-y donc, parce que là, les gens nagent en plein mystère. Oui, ben c'est ça. Je vais... Alors, sans plus tarder, on sait que le Canadien en ce moment, puis on en a parlé la semaine dernière, a quand même pas grand chance de se retrouver dans le top 5, à moins de gagner la loterie ou à moins d'avoir une totale, que ce soit la totale débandade là, au mois de mars. D'ici la fin de la saison. Et le Canadien s'enligne beaucoup plus pour choisir peut-être 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Et là, j'ai parlé à quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit vous autres, vous surestimez les choix top 5 des vedettes. Il y a moyen d'en trouver en dehors des choix top 5. Et là, vedette, ça dépend de ce qu'on entend par vedette. Est-ce qu'on parle de Connor McDavid ou on parle, je ne sais pas, de Mark Scheifele? Je pense que si on élargit la définition, Mark Scheifele, c'est une vedette dans la Ligue nationale de hockey. Wow. Donc, mais c'est pas une super vedette. Mais vous autres, t'as pas dû aimer ça, le vous autres. Je suis-tu là-dedans, moi? C'est parce que c'est un auditeur qui trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance au repêchage et au tanking. OK. Moi, juste pour préciser ma pensée, puis j'ai aucune idée des résultats. Ce que je me demande, c'est s'il y a une si grande différence entre repêcher 3, 4, 5 et 7, 8, 9. Ah,
OK. Entre le 3 et le 9, je me demande s'il y a une si grande différence. Mais évidemment, pour 1 et 2, Bon. généralement, je pense que tu as un avantage indéniable. Bon. L'argument qu'on m'a donné, moi, était que Nikita Kucherov a été choisi en 2e ronde. Braden Point a été choisi en 3e ronde. C'est l'argument qu'on me donnait. Mais moi, c'est pas tellement là-dessus que je focusais. Moi, je focusais sur le fait qu'il y a une grosse différence entre le top 5 et après ça, choisir, mettons, 10e. Un peu comme on a discuté la semaine passée en faisant des comparaisons entre, mettons, le choix 10 et 16 et le choix numéro 5. Mais là, j'ai regardé top 5. Et c'est très différent parce que ça inclut des numéros 1. Là, je m'excuse. Des fois, ça va couper un peu plus parce qu'on n'est pas un devant l'autre. Puis c'est drôle la remarque. Puis là, je retourne de ton bord. Si quelqu'un dit Kucherov a été repêché au 2e tour, Point a été repêché au 3e tour, oui. Mais Connor McDavid a été repêché au 1er rang. Crosby a été repêché au 1er rang. McKinnon a été repêché au 1er rang. Mario Lemieux a été repêché au 1er rang aussi, là. Ben, c'est que tu vas voir dans les statistiques que j'ai compilées que finalement, les gars qui sont choisis après la première ronde, mettons, qui deviennent des super vedettes, c'est des aberrations. Et à ce moment-là, l'argument de choisir 5e ou 10e, ben là, il n'est plus là. Parce que rendu en 2e, 3e, 4e ronde, tout le monde a accès à ces joueurs-là. Tout le monde les a laissés passer au moins une fois. Ouais. Alors, c'est pour ça. Mais bon, sans plus tarder, on va y aller avec des statistiques. Ce que j'ai fait, moi, tout simplement, de façon bête et méchante, j'ai pris les 50 premiers pointeurs de la Ligue nationale en ce moment, à la pause du tournoi 4 Nations. Et là, j'ai compilé les rangs de sélection. Et voici ce que ça m'a donné. Dans les 5 premiers marqueurs de la Ligue, il y en a 4 qui ont été choisis dans le top 5. La seule exception étant Nikita Kucherov, choisi en 2e ronde. Ensuite, dans les 10 premiers marqueurs, il y en a 6 qui ont été choisis dans le top 5. Et, en passant, personne choisi, à part Kucherov, personne en dehors de la première ronde. Et le plus loin là-dedans, c'est David Pastrnak, 25e. Là, après ça, j'ai pris top 25. Bon, pour donner une idée, là, le 25e meilleur pointeur de la Ligue en ce moment, c'est Matthew Tkachuk. Artemi Panarin est 24e, Sidney Crosby est 23e. Alors, ça me donne un petit peu une idée. Dans le top 25, il y en a eu 10 sur 25 qui ont été choisis top 5, donc 40% des joueurs. Fait que 40% des joueurs qui sont des joueurs de 1 point et plus par match, là, mettons des joueurs qui vont finir au-dessus de 82-83 points, il y en a 40% qui ont été choisis dans le top 5. Ensuite, dans le fameux top 50, là, c'est 15 sur 50 qui ont été choisis dans le top 5, dont 15 dans les 41 premiers. Le 41e pointeur en ce moment, c'est Connor Bedard, qui a été choisi premier. Et ensuite, pour terminer, on a des gars de 42 à 50, on a des gars comme Mikael Granlund, Mark Stone, Tage Thompson, Rickard Rakell, Matthew Boldy, Nick Ehlers, Shea Theodore, Marco Rossi et Wyatt Johnston. Vous remarquez qu'en dehors de Mark Stone, ce sont tous également des choix de première ronde. Bon. Alors, en dehors de la première ronde, il y a combien de joueurs qui ont été choisis, c'est-à-dire qui sont dans le top 50 des marqueurs? Il y en a 10 seulement. Il y a 4 choix de deuxième ronde, il y a 2 choix de troisième ronde, il y a 1 choix de cinquième et il y a 3 choix de sixième. Donc, 20% des 50 meilleurs marqueurs de la Ligue ont été choisis en dehors. Sauf que, si on prend ça sur une période, je ne sais pas moi, de 12 ans. OK, on prend une période de 12 ans. Dans les 6 rondes ultérieures, ben, il se choisit à peu près 200 joueurs par année. Multiplié par 12, ça fait 2400. Alors, il y a 10 joueurs sur 2400 qui sont devenus des top 50 dans la Ligue nationale. Donc, une chance sur 240 d'être un des 50 premiers marqueurs de la Ligue lorsque tu es repêché en dehors de la première ronde. Et là, je mets ça sur une période d'une douzaine d'années parce que les carrières sont encore pas mal en vigueur, là, quand les joueurs sont rendus là. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Et là, le fameux, Mathias, entre 6 et 9 et entre 10 et 20, c'est là où je m'en allais pour conclure parce que c'est ça ton point. Ben, c'est ça le plus important. Oui, c'est le plus important. Ah, c'est sûr, mais moi, je voulais quand même donner un portrait global parce qu'il y a des gens qui m'amènent toujours Braden Point, puis Nikita Kucherov, puis Mark Stone. Ouais. Bon, ce sont des aberrations, ces joueurs-là. Bon, entre 6 et 9, il y en a quand même 9 qui ont fini dans le top 50.
Alors ça, c'est 5 choix par année, pendant une douzaine d'années, mettons, ou même on peut aller une quinzaine d'années. C'est entre 60 et 75 joueurs. Il y en a quand même 9 qui finissent dans le top 50. Donc oui, il y a des joueurs disponibles, mais il y en a, en moyenne, même pas un par année. Ouais. Tu comprends? Même pas un par année. Tu vois, si je prends 2016, Oui. à moins que tu avais un autre truc à ajouter, j'essaie de... En 10 et 20. En 10 et 20, parce que le Canadien va avoir le choix de Calgary. En 10 et 20, tu vois, encore là, on parle de 11 joueurs choisis par année pendant 12 à 15 ans. Donc, on parle à peu près entre 130 et 160 joueurs. Il y en a 9 qui font partie du top 50. Donc, tu as encore des chances, mais c'est même pas un par année. Donc, c'est à peu près 2 à tous les 3 ans. À tous les 3 ans, tu as 2 joueurs choisis en 10 et 20 qui vont faire le top 50 et tu as 9 joueurs choisis en 6 et 9 qui vont faire le top 50. Ouais. Puis là, tu as des défenseurs, évidemment, des fois, qui peuvent devenir importants. Oui, ça, il y a des défenseurs, ça, c'est évident. Mais moi, je m'en suis tenu au meilleur marqueur parce que c'était une façon un petit peu plus facile là, de faire l'exercice. Et majoritairement, Mathias, dans les 50 premiers, à part Quinn Hughes, Cale Makar, Zach Werenski, Ben, c'est ça, et là. Theodore, C'est là, il y a 4 défenseurs seulement. Ouais. c'est là que je veux essayer d'encourager un peu les gens, Oui, si tu me permets. oui. On va prendre 2016. Austin Matthews, premier. Patrick Laine, deuxième. Dubois, troisième. Puljujärvi, quatrième. Et Yo Levi, cinquième. Oui. Ça, c'est ton top 5. Mhm. À 6, tu as Matthew Tkachuk. À 7, tu as Clayton Keller. À 9, tu as Mikhail Sergachev. Si on peut s'encourager un peu, ça, c'est 2016. Je vais essayer de voir. Puis là, je suis en direct dans mes recherches. Regarde, Mathias, moi, je peux t'en donner des noms, OK? Parmi de ce que tu dis, là. Regarde. Dans les meilleurs marqueurs, entre 6 et 9, j'ai Mark Scheifele, 7e. J'ai Clayton Keller, 7e. J'ai Zach Werenski, 8e. J'ai Quinn Hughes, 7e. Matthew Tkachuk, 6e. William Nylander, 8e. Mikael Granlund, 9e. Nick Ehlers, 9e. Et Marco Rossi, 9e. Donc, le 9e rang a l'air intéressant. Oui, puis, sais-tu quoi? On remarque quand même qu'il y a beaucoup de bons défenseurs qui sortent entre 5 et 10. Et je me demande, en quelque part, si les équipes, et corrige-moi si je me trompe, mais souvent, vont peut-être sauter sur les meilleurs attaquants disponibles, évidemment, à plein d'exceptions. Oui. Et ça libère certains bons défenseurs à partir de 6. Et là, je me base sur aucune statistique. Oui, mais ça dépend quel genre de défenseur tu recherches. Il y a aussi le fait que cette année, après Matthew Schaefer, il y a une grosse débarque chez les défenseurs. Le deuxième plus intéressant, on en a parlé dans un podcast précédent, c'est Mertka, qui joue dans la Ligue de l'Ouest en ce moment. Et après ça, il y a une grosse débarque. Donc, c'est vraiment pas une année de défenseurs comme ça l'était l'année passée. Okay. Tu sais, juste pour enchérir aussi, pour continuer à encourager les gens un peu, tu sais, 2019, Jack Hughes, premier, Kako, deuxième, Doc, troisième, Byram, quatrième, Turcotte, cinquième, Etosider, sixième, Cousins, septième, Broberg, huitième, Zegras, neuvième. Et alors, c'est là où je me demande si il y a un désavantage si marqué entre repêcher 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9. Oui. Sais-tu, c'est le point que tu soulignais en premier. Et c'est pour ça que je te dis, ça dépend quel échantillon on prend. C'est sûr que premier, les grandes vedettes de la Ligue nationale sont là. Ils ne deviennent pas tous des grandes vedettes. On parle d'Anil Yakupov, Aaron Ekblad, mais les gros, tu sais, les McKinnon, McDavid, Regarde le premier supériorité numérique du Canada, Simon. Oui. Le premier match, tu avais McDavid, Crosby et McKinnon premier, Sam Reinhart 2, puis Makar 4. C'est ça. C'est du top 5, ça. Mais l'affaire là, puis moi, j'ai essayé de réfléchir à ça pendant bien des années, puis je me disais, comment ça se fait qu'à un moment donné, il y a des joueurs comme William Nylander qui vont glisser 8
dans une année, finalement, 2014, où, dans le top 5, on a choisi des gars, tu sais, moins performants que lui. Ouais. Puis je crois que le problème du top 5, le seul handicap du top 5, je te dirais, à part là, les grosses vedettes évidentes là, à la Connor McDavid, le gros handicap du top 5, c'est qu'il y a des joueurs qui sont pris à cause de leur réputation. Ah. Parce que ce sont des projets. Parce que il y a de la projection, il y a de la réputation. Qu'on pense, par exemple, un joueur qu'on connaît bien ici, Kirby Dach, c'était de la projection numéro 3. Ouais. Bon. On regarde ça des fois, puis tu dis, tu sais, un gars comme Noah Hanifin, qui est sorti dans le top 5, c'était réputation. Ça faisait des années que ce gars-là était dans le programme américain. On le voyait comme un défenseur de premier plan. C'est un très bon joueur, Noah Hanifin. Mais si tu regardes le repêchage 2015, il y a beaucoup de joueurs après lui qui l'ont dépassé. Ouais. Et c'est incroyable le nombre de joueurs de 2015 qu'on a laissé passer. Et à Montréal, les gens vont dire, le Canadien a repêché, à part Slavkovski, 2 fois dans le top 3. Ouais. 3e en 2012, 3e en 2018. Et je pense que tes choix un petit peu plus loin, à 6, 7, 8, ces années-là, ont rapporté davantage. Ben, en 2012, déjà, il y avait Philippe Forsberg qui est sorti 11e. Ouais. Puis en 2018, l'année de Kotkaniemi, ben, tu avais Quinn Hughes 7e. Mais, par contre, si tu regardes ça, veux pas, faut être honnête, tu as quand même un petit peu moins de choix puis un petit peu moins de chance. Tu sais, il faut toujours... Je me souviens quand ils avaient demandé à Kent Hughes en 2022, ça te dérange pas, Kent, d'avoir le premier choix dans une année qui est moins évidente. Ouais. Puis il avait dit, ça me dérange pas. Ce que tu veux, c'est contrôler le repêchage. Et quand tu repêches premier, tu as le gars que tu veux. Ouais. Alors, plus tu repêches haut, plus tu as de chance d'avoir le gars que tu veux. Puis plus ça descend, ben plus tu peux hésiter entre 2-3 joueurs. Puis il y en a peut-être seulement un des 3 qui va devenir bon. Puis celui que tu prends, c'est pas celui-là. Est-ce que je peux continuer à être optimiste? Ah, vas-y, monsieur optimiste. Ben, écoute, on est en février, il y a plein de monde qui ont la grippe, le Canadien ne repêchera pas dans le top 5. 2017, oui. Si l'Avalanche du Colorado a le premier choix total, ou le deuxième, il n'y a probablement pas Makar. Fait que dans certains cas, ça peut devenir un avantage. Oui, mais Makar est un top 5. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ils n'ont pas gagné la loterie alors qu'ils avaient fini dernier, et il y a bien des fans qui étaient déçus que l'Avalanche ne repêche pas premier. Qui aurait osé le repêcher premier ou deuxième? Tu comprends? Comme Quinn Hughes. Voilà. Probablement que personne n'aurait osé le repêcher dans le top 5. Non. C'est là que des fois, ça peut glisser. Seider, un Allemand. Mais tu sais, tu comptes sur quelque chose qui arrive 2 ans sur 3, un joueur. Wow. Ouais. Je te dis qu'il y a moins, les chances sont moins bonnes. Mais moi, je suis pas là pour décourager personne. Puis je pense que si un gars comme Carter Bear est encore disponible entre 6 et 9, ben pour moi, c'est un excellent choix entre 6 et 9 qui va peut-être être meilleur que certains gars du top 5. Sauf qu'il n'y en a pas 1000 comme ça. Ouais. Tu vas regarder là, les joueurs qui vont sortir, puis à un moment donné, après le repêchage, on aura la même discussion. On se rappellera de la discussion qu'on a eue là, depuis une couple de semaines, et on commencera à discuter, puis de se dire, OK, on va voir qui est-ce qui est sorti. Puis dans une couple d'années, on regardera où sont rendus ces joueurs-là. Ouais. Alors, c'est juste d'y aller. Moi, j'y vais toujours par probabilité. Mais c'est sûr que tu peux vaincre les probabilités. Si tu as 2 chances sur 3, ben 2 chances sur 3, c'est quand même 66 %. Tu comprends? Fait que, puis alors, à ce moment-là, il faut que tes recruteurs soient sur la coche, puis il faut que tu sois un petit peu chanceux aussi. C'est sûr que si le Canadien repêche 6 l'an dernier, t'as peut-être pas Demidov. Voilà. Mais en même temps, il y en a qui se disaient, si tu repêches pas dans les 2 premiers, tu n'auras pas Demidov non plus. Fait que... C'est sûr. Puis Chicago a, je te dirais pas, a causé une grande surprise, mais une certaine surprise en y allant avec Levchunov. Ben, beaucoup de gens, quand même, dans le milieu, pensaient qu'ils iraient avec un défenseur, même si c'est jamais une bonne idée de repêcher en fonction de tes besoins. Ouais. Et ça a été Columbus avec Kaden Lindsay. Ben, surtout Seneke. Ouais. Et Columbus avec... alors, peut-être que cette année aussi, il va y avoir des surprises. Ben, tu vois, il y a un genre de top 4 dont on entend tout le temps parler là, depuis le début, un genre de Mont Rushmore, là. Schaefer, Martone, Misa et Higgins.
C'est toujours ces 4 noms-là qui reviennent. Mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui pourrait percer ce top 4-là et qui va débarquer un de ces joueurs-là? Martin est encore considéré. Il est encore considéré, Martin. C'est un gars de ce grandeur-là, qui a ces statistiques-là. Les équipes aiment ça. Ils pensent aux séries éliminatoires. Ils se disent que c'est un... Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Je ne peux pas passer à côté de ce gars-là ». Ça va dépendre à quel rang, mais je pense qu'il y a du monde... Je suis pas mal sûr qu'il y a des équipes, si on voyait les 32 listes, qu'il y en a qui vont l'avoir peut-être deuxième. Bon. Mais est-ce qu'un de ceux-là va glisser pour être remplacé par Caleb Desnoyers? Caleb Desnoyers, je le répète, il joue à Moncton. Moncton a des très grosses chances de se rendre en Coupe Mémoriale. Une bonne performance de Desnoyers à la Coupe Mémoriale pourrait le propulser dans le top 3 ou 4, selon moi. Écoute, fais donc un petit rappel pour les gens, là. Je sais qu'on en a parlé souvent, mais peut-être pour nos nouveaux auditeurs et tout, Oui. la différence entre une performance d'Owen Beck à la Coupe Mémoriale et la différence entre une performance de Caleb Desnoyers à la Coupe Mémoriale. On s'excuse pour ceux qui nous suivent depuis le début, qui le savent, mais un petit rafraîchissement. Bien, c'est le jour et la nuit, parce que Caleb Desnoyers a 17 ans et Owen Beck en avait 19. Et à 19, on s'attend à ce que les joueurs vedettes dominent à cet âge-là. C'est plutôt le contraire qui serait un échec. Tandis qu'un gars comme Caleb Desnoyers, on ne s'attend pas à ce qu'il domine. Alors, s'il domine, il va gagner énormément de points. S'il ne domine pas, je ne pense pas qu'il en perde. Alors, s'il y a des gens qui ont, mettons, 6e sur leur liste Desnoyers et qu'il y a un tournoi correct sans plus, il va rester 6e. Mais s'il y a un tournoi où il est dominant, peut-être qu'il va monter 3 ou 4. Tandis qu'Owen Beck, lui, avait déjà été repêché il y a 19 ans. On s'attend à ça. C'était normal qu'il domine. Parce qu'il était à sa dernière étape avant de passer professionnel à Laval. Alors, c'est bon signe qu'un joueur de 19 ans domine, mais il ne faut pas vraiment accorder une grande importance à ça. Bon, puis Beck, écoute, on est sûr que Beck n'avait pas 20 ans non plus? Je pense que oui, mais... Il est né en février. Oui, mais c'est quoi? Oui, il avait 20 ans. Oui, il avait 20 ans, il est né le 3 février 2004. Sauf que moi, pour je veux quand même être fair pour tout le monde, là, c'était sa saison de 19 ans. Okay. Alors je ne fais pas de trop de différence là-dessus parce qu'à un moment donné, il y en a qui peuvent dire oui, mais lui est au mois de janvier, lui est au mois de juillet. OK. Rendu à cet âge-là, c'était sa saison de 19 ans. Là. C'est un peu comme Logan Mayou, lui aussi avait 20 ans, rendu à la Coupe Mémoriale, mais c'en est un autre, ça, qui avait dominé à 19 ans. Puis je sais que ça emballe beaucoup les fans quand ils voient un joueur de 19 ans dominer à la Coupe Mémoriale, alors que, pour moi, je prends plutôt ça avec un grain de sel. Oui, ça a été le cas de Nathan Gaucher avec Québec, puis il y a eu d'autres joueurs cette fameuse année-là aussi. Et qui arrivent chez les pros l'année d'après, et que c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Bon. Fait qu'on va suivre, évidemment, ça, Caleb Desnoyers. C'est pas sans rappeler non plus Pierre-Luc Dubois qui a eu une bonne fin de saison, qui a surpris en étant repêché 3e par Columbus en 2016. Oui, moi, je pense que, malgré tout le respect que j'ai pour Dubois, là, je pense que Desnoyers va lui être supérieur. Bon. Et qu'au même âge, il lui était supérieur. Pour la bonne et simple raison que Caleb Desnoyers, c'est soir après soir après soir, ce qui n'était pas toujours le cas de Pierre-Luc Dubois. Bon, ben écoute, on va se croiser les doigts pour qu'il soit disponible au rang du Canadien. Merci Simon et Pag, ça met fin à notre premier bloc. Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. On est rendu au deuxième bloc et on a eu une bonne suggestion cette semaine de notre ami Pierre-Alexandre Girard, alias Pag, qui gagne en supporteurs et en défenseurs. D'ailleurs, ils sont partout, ils s'infiltrent partout. On ne sait jamais où ils sont, mais ils sont là. Simon, Pag, qui te prend au mot, toi qui parles souvent de joueurs au sein d'une équipe championne, et on a le tournoi des 4 nations, qui est suivi quand même avec passion. Et Pag se demande... Oh, Pag vient de revoler. Pag se demandait... évidemment que le Canada et les États-Unis, j'imagine, ça fait exception, et probablement la Suède. Est-ce que la Finlande, qui vient de perdre contre le Canada, est un club aspirant à la Coupe Stanley? Et est-ce qu'il y a des équipes de la Ligue nationale qui battraient ce type de formation-là?
Ben, vois-tu, avant de commencer, tu prends pour acquis que la Suède gagnerait la Coupe cette année? Je suis loin d'être sûr. Je suis loin d'être sûr. Ah oui, ben vas-y. Ben, je suis loin d'être sûr. Parce que, oui, c'est fort, mais il y a quand même... Tu sais, il y a l'aspect physique du jeu. Je pense que la Suède gagnerait le trophée du président. Pas mal sûr. Hey, Pour la avec saison la d'hier. défense qu'il y a là, Ouais, je suis pas sûr en série de la Coupe Stanley s'ils auraient nécessairement le grit nécessaire pour battre, je sais pas moi, une grosse puissance de la Ligue nationale. avec Edmund en défense, Ouais. Dallin, Forsling, là, je vais t'en nommer 2 qui ont gagné Ouais. la Coupe Stanley. Ah, je sais. Mais regarde dans les buts, Ersson, Gustafsson, Olmark. C'est correct, sans plus. À l'attaque, tu sais, il y a des Victor Arvidsson qui sont plus ce qu'ils étaient. Gustav Nyquist. Nomme-moi plus pas ce qu'il ces était. deux-là en premier. Non, mais je te nomme des joueurs peut-être un peu plus, je sais pas. Il n'y a pas non plus de joueurs extrêmement dominants. Tu sais, le Forsberg, Nylander, Elias Pettersson, Zibanejad, Lucas Raymond, tous des très bons joueurs. Mais écoute, je ne sais pas. Mettons que pour la Suède, là, je suis pas sûr. Canada, États-Unis, oui. Suède, je suis pas sûr. Finlande, ma réponse, non. Attends, là. Suède, quelle équipe de la Ligue nationale bat la Suède, à ton avis? Ben, on va prendre la saison dernière, là. Ouais. Je suis pas sûr que les Panthers de la Floride battent pas la Suède. Forsling, défenseur numéro 1, Oui, avec Ekblad, oui. avec Montour. Je suis pas convaincu du grit à l'attaque de la part de la Suède, c'est tout. Je suis assommé. Je suis pas convaincu. Je te dis pas non, mais je te dis que je suis pas convaincu. Bon, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais tu as le droit, je respecte ton opinion. OK. De toute façon, on ne le saura jamais. Finlande. Finlande, non. Je pense qu'il n'y a pas assez de joueurs d'impact pour battre une équipe championne de la Ligue nationale de hockey. Si tu regardes à la défense, tu sais, des Vakarainen qui ont de la misère à se tailler une place. Pato, qui est un joueur honnête, là, à Ottawa. Valimaki à Utah. Scannen n'est pas là. Olimata. C'est sûr que Scannen n'est pas là, mais si tu regardes le reste de la défense, c'est Yoki Ariu. Je pense que la brigade défensive de la Finlande ne peut pas accoter la brigade défensive d'une équipe championne de la Coupe Stanley. Puis, dans les buts... À l'attaque, c'est sûr qu'il y a de très bons joueurs comme Ao, Rupeins, Rantanen, Barkov. Mais après ça, il y a une baisse. Là. Les Eric Aula, les Capo Caco, Patrick Lainé, Anton Lundell, c'est des bons joueurs. Mais tu mets ces gars-là, tu n'oublies jamais une chose, Mathias. Tu mets ces gars-là sur des 3e, 4e trios, il n'est pas dit qu'ils vont produire autant que dans la Ligue nationale où ils jouent des rôles de premier plan. Tu sais, souvent, on a l'impression que pacter un club de 12 attaquants, que ça va nécessairement fonctionner. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Ne te contredis pas, toi, Je là. le sais, là. je l'ai toujours dit. On a passé les Oui. fêtes à... Oui, mais là, à on parlait de hockey junior. Ouais. Là, on parle de hockey de Ligue nationale. Fait que la Finlande, d'après moi, principalement en raison d'une brigade défensive bien ordinaire et d'un manque peut-être de tu sais, il n'y a pas assez de grosses vedettes à l'attaque. Moi, je pense que la Finlande ne gagnerait pas la Coupe Stanley. Puis... Parce que regarde la défense des Oilers. Ouais. Et regarde la défense des Panthers de la Floride. Oui. Et là, tu as Esa Lindell et Escanen, s'ils sont là, tes 2 premiers défenseurs. Oui. Tu vas me dire, évidemment, que McDavid et Draisaitl sont à Edmonton. Voilà. Mais je vais renchérir que Barkov est là. Ouais. Peterson est là. Ao est là. On n'a même pas nommé Joel Erikssonek, qui pourrait être ton 4e centre. Est-ce que tu as nommé tu Pedersen. tendance? Pedersen, c'est un Suédois, là. On parle de la Finlande. Ah, excuse-moi. Ouais. Je Mais je pense que tu parlais de Rantanen, là. OK, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Oui. Aurais-tu tendance à sous-estimer les 2 nations de la Suède et de la Finlande? Je me le demande. Ben, c'est parce que
t'es pas sûr que dans un contexte comme ça, que nécessairement ces gars-là performeraient tous à leur meilleur. Tandis qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey qui est déjà formée, il y a des rôles qui sont assignés. Puis je ne sais pas combien de temps ça prendrait une équipe comme ça pour que le Jello prenne. Et que les gars acceptent les rôles qu'on leur donne par rapport à ceux de la Ligue nationale. Autant comme dans le junior, pour moi, j'en fais pas de cas. Autant comme dans la Ligue nationale, c'est super important. Patrick Laine, on fait quoi avec lui, avec la Finlande? On fait quoi? On le fait jouer sur quel trio? On le fait jouer dans quelle situation? Il sert à quoi? Spécialiste du jeu de puissance? Il était mieux quand même. Il était mieux, là. Oui. Spécialiste du jeu de puissance? Ben, T'sais? oui. Bon. Eric Aula. OK, on fait quoi avec lui? Lui, il aurait probablement le même rôle qu'il y a dans la LNH. Tu sais, Joël Armia. Oui, il aurait le rôle qu'il y a dans la LNH. Je ne sais pas, je pense que tu as tendance à... Tu as tendance peut-être à surestimer l'aspect équipe d'étoiles par rapport à ce qu'une équipe conçue maison, si on peut dire, Ouais. qui se rend en finale de la Coupe Stanley, pourrait faire. Moi, je ne sais pas. Écoute, on ne l'aura jamais la réponse. C'est très Non. intéressant. Mais il y a également un aspect moi, que je voulais aborder, c'est les masses salariales. Ouais. Et là, il y en a qui vont nous dire, il y a des auditeurs qui vont dire, ben, ces 4 équipes-là ne pourraient pas jouer dans la LNH parce que la masse salariale de la Finlande serait de 106 millions, celle de la Suède serait de 151, celle du Canada serait de 174 et celle des États-Unis serait de 178. Tout à fait. On sait très bien qu'une équipe comme ça ne pourrait pas exister. Cependant, est-ce qu'on a pensé que dans ces équipes-là, il y aurait des 4e trios aussi. Il y aurait des 3e trios. Il y aurait des 3e paires de défenseurs. Alors, probablement que ces gars-là, s'ils avaient joué pendant toute leur carrière dans Équipe Canada, ben, les joueurs de 4e trio n'auraient pas le salaire qu'ils gagnent dans la Ligue nationale. Ouais. Parce que dans la Ligue nationale, on les voit sur un top 6. Ouais. Alors, je ne sais pas quelle pourrait être la masse salariale. C'est sûr qu'elle dépasserait le 88 millions, ça c'est officiel. Mais je ne pense pas que la masse salariale du Canada, c'est 774 millions, parce que, veut pas, c'est le top 6 qui aurait le gros des minutes, puis il y aurait des gens sur le 4e trio qui, au lieu d'en marquer 35 pendant l'année, en marqueraient peut-être 12 ou 14, faute de temps de jeu, faute de temps de jeu de puissance. Et ce qui est intéressant, puis puisque tu ouvres la porte, puis évidemment, ça n'arrivera jamais, puis on ne le souhaite pas, c'est pas faisable, mais ça aurait été drôle de voir 4 équipes avec un plafond salarial à la Coupe des 4 Nations. On aurait probablement vu du Celebrini, du Connor Bedard et compagnie à la place de certains gars payés. C'est vrai ce que tu dis, parce que là, tu regardes le rapport qualité-prix. Ouais. Fait que tu te dis, ben là, j'ai des joueurs à 1 million qui sont peut-être inférieurs à certains joueurs à 5-6 millions, mais l'écart est tellement mince, il faut que je respecte le plafond. Alors, il y aurait eu pas mal plus de gars sur leur premier contrat, je crois, dans une équipe avec plafond salarial. Un peu comme les gens qui sont dans des poules de hockey et qui concoctent leur poule de hockey avec plafond salarial. Il y a beaucoup de joueurs sur les premiers contrats pour contrer le fait que McDavid te coûte 12,5 millions puis Draisaitl va t'en coûter 14. Je suis certain qu'on a des auditeurs assez maniaques si on leur donne le défi de faire une équipe, 4 équipes, Finlande, Suède, Canada et États-Unis avec un plafond salarial de 90 millions. Écoute, s'il y en a qui sont assez maniaques pour le faire, on pourra en reparler la semaine prochaine peut-être. Mathias, en terminant, j'ai une question pour toi. Avec un oui ou un non. Bon, Canada et États-Unis, tu penses qu'ils gagneraient la Coupe Stanley, les deux équipes telles qu'elles sont formées. Bon, la Suède, toi, c'est oui ou c'est non? C'est oui. Et la Finlande, c'est oui ou c'est non? Ou si c'est oui, à combien de pourcents? Oh. C'est parce qu'après Escanen et Lindell, ça chute vraiment, là. Oui. Fait que t'as pas un top 4 exceptionnel. Mais, tu sais, t'as Barkov, t'as... Je dirais non. OK. Alors, on s'entend pour États-Unis, Canada, Finlande. Moi, Suède, c'est plus non que oui. Je te dirais 75 non, 25% oui. Parce que je doute du grit des attaquants en série. Bon. Mathias, j'aimais vraiment ça, ton idée là, pour inviter les gens à nous écrire. Fait que ceux qui veulent le faire, de faire leur meilleur line-up des 4 nations avec un cap salarial
Ben, faites-le dans les commentaires YouTube. Ceux qui nous écoutent en balado, là, rendez-vous sur YouTube, sur la chaîne de la Commission athlétique, dans l'épisode 22, celui de mardi le 18 février. Et inscrivez en commentaire votre équipe rêvée avec la masse salariale. Oui, puis moi, je vais c'est quoi? Ouais, 90 millions. 90 millions, puis moi, je vais les regarder, puis pour le fun, je vais choisir mon équipe préférée la semaine prochaine. Ah, c'est bon, ça. Ben oui. Simon? Oui, ben c'est ça, Mathias. Je regardais ton article dans la presse ces derniers temps, là, et là, tu reviens sur les transactions que Kenty nous a fait. Ouais. C'est ça. Et lundi matin, là, tu es allé avec la catégorie des ventes de joueurs qui sont sur le point de devenir autonomes ou presque et qui sont échangés généralement à la date limite des transactions ou un peu avant, ou dans certains cas, je pense dans un cas, pendant l'été, Joel Edmondson. Bon. Alors moi, je regarde ici ce que tu as fait. Toi, tu as essayé de voir si ça valait la peine d'échanger des joueurs autonomes, en général sans compensation, en retour de choix et voir qu'est-ce que ça devient. Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs et d'analystes dans le hockey en ce moment qui disent pourquoi se débarrasser de Jake Evans pour finalement avoir un choix qui va permettre de peut-être repêcher un autre Jake Evans. Oui, bien, j'expliquais un peu la logique derrière cette démarche-là des clubs en reconstruction. De dire pourquoi on fait ça, voici ce que le Canadien a fait, à vous de juger si ça a été bien fait ou non. Bon, moi l'angle que je vois là-dedans, c'est sûr que toi, tu as décortiqué transaction par transaction, ce qui est très bien. Oui. Mais moi, je regarde plus ça comme un tout. Parce que lorsque tu prends cette décision-là, tu le fais ou tu le fais pas. Alors, ça serait très facile d'arriver et de dire ils ont bien fait d'échanger, mettons, Brett Kulak parce que le deuxième choix en retour a donné les Knudsen. Ouais. Mais Toffoli, il aurait peut-être pu le garder parce qu'il compte encore des buts. Puis finalement, ça a donné Philippe Méchard avec le choix et Emil Heinemann, qui est bien, mais c'est quand même un joueur de quatrième trio. Alors là, on ne peut pas commencer à faire du cherry picking là, puis à juste prendre ce qui nous plaît. Exact. Ça marche pas de même de toute façon. Moi, j'ai regardé ça globalement. Si tu veux, on va faire un petit résumé là, des transactions. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va rappeler aux gens. Tyler Toffoli, lui, s'en va à Calgary en 2022. En retour d'un choix de premier tour, un choix de cinquième, Emil Heinemann et Tyler Pitlick. Alors, grosso modo, le Canadien choisit Philippe Méchard avec ce choix-là. Toi, Mathias, tu fais valoir que tu donnes la spin suivante. Oui, ils ont peut-être raté leur coup avec Méchard, mais si Méchard est encore là au 33e rang et que le Canadien n'a pas ce choix-là, peut-être qu'au lieu de Beck, ils choisissent Méchard. Parce qu'effectivement, Méchard, logiquement, était avant Beck sur leur liste. Exactement. Alors, si Méchard n'est pas pris, alors là, donc, l'idée là-dedans, bon, c'est sûr que moi, tu sais, j'adhère pas beaucoup à cette théorie-là, mais je reconnais quand même que plus tu as de d'or à lancer, plus tu peux te permettre de te tromper. Et ça te permet justement de lancer 2 d'or au lieu d'en lancer juste un. Alors, au lieu d'avoir à choisir entre Beck et Méchard, tu prends Méchard et tu prends toutes les deux. Ouais. Alors, ça, c'est pour ça que je regarde ça, moi, d'une manière globale. Ensuite, cette année-là, on a également échangé Ben Chirot pour un choix de premier tour, un choix de quatrième tour et Thijs Milanic. Qu'est-ce qui en est resté de ça? Il en est resté le choix des Panthers de la Floride qui était 31e. Mais tu sais, les Panthers s'étaient qualifiés, je crois, le dernier jour pour aller en série et se rendre en finale. Donc, on part de choix qui aurait été 14e pour un choix qui est devenu le 31e. Imagine quand même d'avoir le 14e au total pour Chirot, qui est un joueur de l'occasion. C'est ça. Et finalement, après ça, ce choix-là, le 31e, a été échangé avec un choix de deuxième tour pour obtenir Alex Newhook. Bon, le Colorado a choisi le défenseur Mikhail Gouliayev, avec le 31e choix, qui, je pense, a un bel avenir. Mais est-ce que c'est lui que le Canadien aurait nécessairement pris? Peut-être pas. Alors, pour le moment, ce qu'on a fait, plutôt que de lancer 2 d'or pour trouver peut-être un Newhook, on a un Newhook qui est quand même jeune et qui, oui, a probablement plafonné sur un troisième trio au sein d'une bonne équipe. Mais on se dit, bon,
on a eu le joueur tout de suite plutôt que d'espérer d'en avoir un plus tard. Bon, ensuite, on en a parlé. Brett Kulak qui a rapporté un choix de deuxième ronde, qui a rapporté Lane Hudson. Et le même hiver, Artturi Lehkonen est échangé au Colorado pour Justin Barron et un choix de deuxième tour en 2024. Le choix de deuxième tour, lui, a permis aux Canadiens de passer du 26 au 21e rang l'an dernier pour obtenir Michael H. Si le Canadien reste 26, ils ne l'ont pas, Michael H. C'est certain. Ouais. Ils ne l'ont pas. Alors, ne serait-ce que pour ça, l'échange a valu la peine. Bon. Lehkonen, je le sais, il y en a qui disent, regarde ce qu'il fait au Colorado. Moi, j'étais vraiment, vraiment pas un fan de Lehkonen. Vraiment, mais vraiment pas un fan. Et j'avais applaudi cet échange-là parce que pour moi, c'était bye-bye. OK? Mais il n'aurait pas fait ça à Montréal, c'est sûr. C'est ça. Puis, il n'y aurait pas les points qu'il y a eu parce que là-bas, il a trouvé une niche bien particulière sur un gros trio. Tu sais, on en a parlé une fois dans un épisode, qu'à un moment donné, tu mets deux gros attaquants ensemble. Des fois, tu as besoin d'un gars pour aller chercher la rondelle dans le coin pour les compléter, pour faire un petit peu plus de travail de boulot sale. Et puis, Lehkonen le fait. Zach Hyman l'a fait à Toronto avec Matthews et sur le trio de Matthews. Il l'a fait à Edmonton. Il y a eu une grosse saison de 50 buts. Mais ça, c'était quand même une aberration, là, Zach Hyman. Mais Simon, rappelle-toi, quand on faisait ça à Montréal avec Lehkonen, qu'on le mettait sur un des deux premiers trios, ça marchait pas. Hurlait. Ça hurlait. Oui, ben parce que le premier trio n'était pas assez fort. Bon, il y a ça. Puis après, c'est ça. Alors, Barron a passé à rapporter Carrier, qui est encore sous contrat pour 2 autres années, qui est quand même un gars qui stabilise une défense. Oh oui, c'est sûr que l'échange Barron-Carrier est meilleur, mais encore là, je ne veux pas faire un arbre qui est trop long non plus. Non. Pour moi, Barron-Carrier, c'est un échange. Puis Lehkonen contre Barron, les premiers choix, c'est un échange. Je crois qu'on s'attendait à plus que Barron. Je m'attendais à plus de Barron, mais on a sauvé les meubles au moins en allant chercher un gars très, plus qu'adéquat. Puis il y a une question qui va de soi un peu, mais est-ce que vous auriez fait Barron pour Carrier? Excuse-moi, Lehkonen pour Carrier? Écoute, à ce moment-là, probablement. Ben, à ce moment-là, oui. Pas maintenant, parce que la valeur de Lehkonen est plus élevée, là. Mais c'est une très bonne question. Mm-hmm. Au moment où l'échange a été fait, pour ce que Lehkonen donnait aux Canadiens, évidemment qu'il a donné un but magique. Oui. Mais Carrier t'en donne plus aux Canadiens que Lehkonen en donnait aux Canadiens. Oui. Quand même, il faut le dire. Oui, exactement. Exactement. Alors, tu ne peux pas prendre cet échange-là en disant que Lehkonen serait un joueur de 60 points à Montréal. Il ne serait pas un joueur de 60 points, même s'il jouait avec Suzuki et Caulfield. Ben, il a joué 5 ans à Montréal, puis son sommet, ça a été 31 points. Voilà. Un autre échange, plus mineur celui-là, mais Evgeny Dadonov, échangé à Dallas pour Denis Gurianov. Écoute, on a lancé un d'or. Dadonov, c'est un gars qui roule sa bosse. Hein? Il a eu des bonnes saisons, des moins bonnes saisons. Il finit toujours par se trouver un contrat. Il est bien à Dallas depuis qu'il est rendu à Dallas. Il a 35 ans. Mais à Montréal, c'était comme ci, comme ça. À Ottawa, ça a été comme ci, comme ça. Gurianov, on a essayé On a pris une chance. Tu peux arrêter là. Ouais. Tu peux arrêter là. Ben, on a essayé 2-3 petits points. On a essayé. Et le contrat, ça a quand même permis de laisser aller le contrat de chez Weber aussi. Ouais. Et il reste 2 échanges. Joel Edmondson échangé à Washington pour le choix de 3e et 7e tour. Ben, c'est ça. C'est un défenseur qui était à 1 an de l'autonomie. Et puis, avec les choix, on est allé chercher Logan Sawyer, un attaquant de Providence College, qui a peut-être un plafond de 4e trio un jour. Moi, je trouve qu'il a une belle énergie, mais c'est sûr que ça ne sera pas un grand producteur de points. Et un choix de 7e tour, Makar Kanin, qui va probablement rester dans son pays. Alors ça, c'est vraiment l'idée de ne pas perdre un joueur pour rien. Tu sais, on le disait la semaine passée, oui, le gars rapporte juste un choix de 3, un choix de 7. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est des actifs qui peuvent servir à aller chercher d'autres choses, repêcher des joueurs. Tu ne perds pas des joueurs autonomes marginaux pour rien lorsque tu n'as pas de chance de gagner la Coupe. Ensuite, Jake Allen est changé aux Devils pour un choix de 3e tour. Tu sais, c'est correct. On voulait faire de la place à Primo. On ne voulait pas garder le ménage à 3. Allen, de toute façon, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là cette année, ça ne change rien. Donc, un choix de 3e tour, c'est bien.
T'oublies Et- le plus important. Ben, c'est là où je m'en vais. Le Ah! plus gros échange. Sean Monahan. Ça, c'est... Pardonnez l'anglicisme, là, mais c'est le cadeau qui continue de donner et de donner et de donner. Ouais. Alors, à la base, le Canadien va le chercher pour un choix de... Va le chercher en obtenant un choix de première ronde avec lui, parce qu'on prenait le mauvais contrat dont Calgary voulait se débarrasser. Ouais. Ensuite, il se blesse. On avait voulu l'échanger, mais il se blesse. Mais là, on le re-signe pour 2 millions seulement. Il refait son nom. Il joue. On l'échange. Et on obtient un choix de premier tour pour lui, qui finalement, combiné avec le choix de deuxième tour dont on a parlé, a donné Michael Hage. Tout le monde est content. Là, tout le monde est content. Donc, Puis on n'a même pas utilisé le choix de premier tour de Calgary encore. pas encore. C'est le choix qui s'en vient. 16, 15, 17, 13, je ne sais pas, 14, en fait. Mais- ça va tourner mais- autour de ça. Ce que j'expliquais au départ de ma chronique, puis je pense que tu vas être d'accord, c'est que quand on commence une reconstruction, on fait un échéancier, puis on se dit quand est-ce qu'on va être bon. Ouais. Et le Canadien a probablement évalué qu'il ne serait pas très compétitif là, pour gagner un tour ou deux ou plus en série avant 2026-2027. Donc, tout ce qui est âgé de 25 ans et plus, dont le contrat va venir à échéance avant ça, ça donne pas grand-chose. Alors, Aussi bien obtenir des actifs. ben c'est ça. Alors moi, la façon dont je vais analyser ces 2 années-là, et peut-être même cette année aussi, parce Ouais. que il va y en avoir des joueurs échangés, ça m'étonnerait que Evans, Armia, de Vorak et Savard les 4 terminent l'année à Montréal. Je serais extrêmement surpris. Un jour, lorsqu'on fera, on regardera tout ce qui a été obtenu en retour de tous les joueurs qu'on vient de nommer. Les Toffoli, Ouais. Jake Allen, Ben Chart, qui de toute façon n'auraient pas fait partie d'un club champion à Montréal. Non. Et là, tu regardes tout ce que ça a donné. Et là, on pourra voir, OK, une vente de joueurs autonomes en devenir, ça donne ça. Et c'est le Ouais. portrait global qu'il faut regarder. C'est pour ça que Et- oui, tu peux faire mettre les échanges un après l'autre pour montrer. Mais c'est vraiment le portrait global parce que, comme j'ai dit, tu les échanges tous ou tu les échanges pas. Ouais. Ouais. Puis, tu n'auras pas un taux de succès de 80% dans tes ventes. Non. Mais c'est d'accumuler les occasions. Écoute, c'est drôle que qu'on reparle de d'art. On a un auditeur très, très averti qui nous a dit qu'il fallait dire fléchette. Ah. Mais comme d'art est rendu, écoute, dans le lexique populaire de processus, on va garder le d'art. Mais c'est juste drôle, mais ça te fait une fléchette / d'art de plus. Et c'est un taux de succès ne serait-ce que de 15%. Et là, en ce moment, dans tout ce que tu as vendu, ben, ça te donne Hudson, ça te donne Michael Hage, ça te donne quand même Alex Newhook, qui est un joueur de la Ligue nationale. C'est déjà pas pire. Tu peux pas t'attendre à ce qu'ils réussissent tous. Qu'est-ce que Bertol ou Wayne Gretzky disait sur l'idée de lancer, là, que... si C'est tu Gretzky, lances- ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Si tu lances Tu, pas... tu manques 100% des tirs que tu ne tentes pas. Bon. Tu rates 100% de tes chances d'obtenir des dards si tu gardes tous tes joueurs autonomes jusqu'à la fin de leur contrat. Voilà. Alors, Evans, Dvorak, Armia, Savard, out. Moi, c'est ce que ça me dit. Out, les 4. Ça, c'est sans compter toutes les défaites supplémentaires qu'on va obtenir en les laissant partir. Dans ce sens que Ben oui. on va avoir un meilleur show au repêchage, tu sais. Ben oui. Puis la Mais- blessure à Goulet et tout et tout. Écoute, c'est Mais merveilleux. je dois ça, vous Pag. rappeler, qu'il y a quelques semaines à peine, on se disait au bon prix, puis ça arrivera probablement pas. Peut-être qu'un Evans peut remplir un rôle pour quelques années, tu sais, en raison de son âge, parce qu'il n'y a peut-être personne pour le remplacer. Tu sais, l'idée, c'est de ne pas surpayer, mais s'il veut rester au bon prix, c'est pas nécessairement une mauvaise idée non plus. Puis, c'est toujours arrivé. Tu sais, je veux pas parler de maraudage, là. Mais on dit, tu sais, Jake, mon cher Jacques, là, va avoir une petite run de plaisir en série, puis tu reviendras cet été. Ben, Ben oui. c'est sûr. Tu as le droit de le demander parce que le joueur t'appartient encore. Mais tu prends une chance. Mais tu prends une chance que lui arrive le 1er juillet puis il reçoive une offre de 6 ans, 24 millions. Mais
où il s'en va au Colorado, devient chum avec Nathan McKinnon. Ouais. Ouais. Ils gagnent la coupe, ils sont tout le temps ensemble, puis Ouais. il est bien au Colorado, puis sa blonde, je sais pas s'il y a une blonde qui dit « Mon Dieu, que c'est le fun de vivre ici. » Puis là, Ouais. oups, Jake, finalement, il décide de rester au Colorado. Voilà. On ne saurait le blâmer non plus, là. Alors oui, tu peux le faire, mais c'est sûr que tu prends un risque. Tandis que si tu le signes en ce moment, ben là, il n'y a pas de risque. Il reste ici. Moi, j'aime le risque, là, quand même. Parce que Jake, je l'aime, mais si on peut nous rapporter un choix puis le signer après. Ouais, mais moi, Bon, je ben, pense tu vois, qu'ils vont là, être- ça aurait plus d'allure, Pac. Ce que tu dis, c'est ça. C'est peu probable, mais oui, c'est la meilleure chose à faire. Mais le garder jusqu'à la fin de l'année et le re-signer, pour moi, c'est non. Tu ne peux pas ne pas prendre un actif en retour d'un joueur qui va avoir quoi, 29 ans et qui a eu la saison de sa carrière. Ça demeure un Ouais, ils vont être joueur, gourmands. ça demeure un joueur de 4e trio. Il ne faut jamais l'oublier. Ils vont être trop gourmands. C'est ça. Alors, d'après moi, bonsoir, il est parti. Good. Bon, ben écoute, on a fait le tour. Oui. Puis on prend une petite pause d'ici oui. le troisième bloc. Trust the process. Trust the process. Simon, troisième bloc, on est rendu à tes équipes et mon Dieu que ça file. Ça file. On n'est Oui. pas déjà rendu au Sable de Buffalo. Ils doivent Bon. pas être... Il ne doit plus en rester beaucoup, là. Non, mais ils ont quand même eu une saison un petit peu plus décente l'année passée. Ah oui, c'est vrai. Ce qui fait, parce que pour les auditeurs qui sont nouveaux, lorsqu'on passe une équipe par semaine et on est allé à l'inverse du classement général l'année passée, et là, on est rendu à Buffalo, mais il y a quand même encore une bonne dizaine d'autres équipes, OK, quand même. à passer au travers d'ici le mois de mai. Les Sables de Buffalo, bon, qui sont à leur énième reconstruction. Et là, on se demande vraiment quand est-ce que ça va marcher. Il y a eu de l'espoir lorsqu'ils ont eu une saison de 91 points, je crois, il y a 2 ans, et que Tage Thompson avait marqué 50 buts. Dylan Cousins avait eu 68 points. Alex Stock faisait flèche de tout bois. Et il y avait des jeunes qui arrivaient, comme Jack Quinn, J.J. Peterka, avec à la défense en plus un Dallin et Owen Power. Ça, c'est avant que Bowen Byron arrive. Dallin et Owen Power. Et Mathias Samuelsson, bon défenseur défensif qu'on avait signé à long terme jusqu'en 2028. Et dans les buts, il y avait Ukko-Pekka Luukkonen et Devin Levi qui faisait ses premiers pas également, qu'on venait de signer à la sortie de l'université. Alors, le futur avait l'air rose pour les Sabres. Il y en a qui les voyaient en série l'an dernier. Ils les ont ratés. Il y en a qui les voyaient éventuellement devenir peut-être une puissance de la LNH, comme il y en a en ce moment qui regardent les Sharks, le Canadien, les Ducks, même les Blackhawks, puis qui se disent, à un moment donné, ça se peut qu'une de ces équipes-là devienne une puissance de la Ligue. Et là, les Sabres de Buffalo ne sont plus mentionnés dans la même phase. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu régression. Bien, on se rend compte que Tage Thompson, joueur que j'aime bien, là, mais il a vraiment eu la saison de sa carrière. Alors oui, il y avait eu une éclosion tardive, mais on voit que ce n'était pas un marqueur de 50 buts annuels. Dylan Cousins, est-ce qu'il va rester à Buffalo? Ça, c'est le gros mystère. Cousins, qui, je trouve, moi, joue bien, mais il nous laisse sur notre appétit côté offensif. Tu sais, tu ne peux pas être le deuxième centre d'une équipe puis marquer si peu de points. Tu sais, il faut que tu aies au moins une 60aine de points quand tu es le deuxième centre d'une équipe. Et il l'a fait une fois, il ne le répète pas. Puis son jeu, quoique bon, semble avoir plafonné. Puis on sait que rendu à 24 ans, bien, les joueurs commencent à être pas mal ce qu'ils sont. Alors, est-ce qu'un changement de décor pourrait être bon pour lui? Il gagne quand même 7,1 millions par année. Qu'est-ce qu'on va exiger en retour? Qu'est-ce que les autres équipes sont prêtes à donner en retour? Je ne sais pas. Mais c'est un joueur, moi, évidemment, si j'étais une des 31 autres équipes, que j'essaierais d'aller chercher. Juste une petite parenthèse, puis c'est pas parce que je t'écoutais pas, je faisais un petit calcul. Oui? Thompson, évidemment, qui a eu une année de rêve. Cette année, au moins, il est en route vers 44 buts et 82 points. Fait que c'est pas vilain non plus. Oui, c'est ça. 26 buts, 22 passes. 44e marqueur de la Ligue. Alors, oui, c'est sûr que c'est bien. Mais le gros problème à Buffalo, ça a été les joueurs complémentaires, je te dirais. Puis par joueur complémentaire, ben, on entend les Peyton Krebs,
Jack Quinn, J.J. Peterka, Jordan Greenway, Jeff Skinner qui est parti, qu'on a racheté. À part Peterka, là, il n'y a pas grand monde qui ont joué à la hauteur des attentes. Ouais. Puis tu as Lindy Ruff qui arrive pour développer cette gang de jeunes-là. ça n'a aucun sens. Mais il y a une raison pour laquelle il a été embauché, tu le sais. Oui, parce que c'était l'ami de Kevin Adams, parce que Adams était l'adjoint de Lindy Ruff il y a une quinzaine d'années lorsqu'il était le coach à Buffalo. Voilà. Tu sais, à Buffalo, je pense que individuellement, j'ai pas trop de problème avec les joueurs, mais j'ai un problème avec le mix de joueurs. Tu sais, là, je regarde les Quinn, Kulich, Benson, Krebs, Jason Zucker. Puis, j'ai l'impression que je vois une copie carbone du même joueur qui saute sur la glace constamment. Kulich est quand même un petit peu plus costaud. Il est plus costaud, mais je te parle, je mets la parenthèse assez large, là. T'sais. OK. Ouais. C'est pour ça, là. Comme Peterka, il fonce un peu plus au filet, mais lui aussi, on peut l'inclure un peu là-dedans, qui sont finalement des bons ailiers, avec un certain talent offensif, personne qui est une grande vedette, mais ils semblent tous avoir le même rôle dans l'équipe. Puis, ce rôle-là, ils ne le jouent pas nécessairement tous à la hauteur. Et là, ça fait en sorte que, là, tu dis, OK, c'est qui mon troisième trio? Bon, t'es allé chercher Ryan McLeod cet été, en retour de Matt Savoie. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Matt Savoie, c'est un bon espoir. Il joue très bien dans la Ligue américaine en ce moment, mais Matt Savoie, lui aussi, était une genre de copie de ces joueurs-là. Puis, tu sais, ça revient au dilemme de dire, quand on repêche, il ne faut pas penser aux besoins, il ne faut pas penser au mix de joueurs. On prend le meilleur joueur qu'on croit disponible, puis après ça, on démêle tout ça. Puis ça, j'y crois à cette théorie-là. Mais le seul bémol que je mettrais, c'est que pendant que tu démêles ça, il y a des joueurs qui perdent de la valeur, veut pas. Alors, Matthew Savoie, je crois, avait plus de valeur le jour où il a été repêché que le jour où il a été échangé contre Ryan McLeod. 9e. Oui. Et ça m'amène cette question qui tue. Est-ce que Buffalo a bien repêché dans les dernières années? À part, là, Dallin au premier rang ou des évidences, là. Est-ce que Buffalo repêche bien? Ben, moi, je trouve que le choix d'Owen Power, numéro 1, c'était pas bon. Owen Power, je trouve pas que c'est un très bon joueur de hockey. Puis, proportionnellement à son rang de sélection, à son salaire de 8,3 millions par année jusqu'en 2031, ben, je trouve que c'est quasiment une catastrophe, là. Moi, je te dis toute proportion gardée. Ouais. C'est un gars qui se fait prendre à contre-pied, il a de la misère à pivoter. Écoute, c'est un gars qui a été choisi premier. Je sais que 2021 n'était pas une année terrible, mais il en demeure pas moins qu'il y avait quand même, par exemple, un gars comme Luke Hughes qui était disponible. Puis il ne va pas me dire que Luke Hughes n'est pas meilleur qu'Owen Power. Mais à part Power, il y en a... je regarde les choix des dernières années. Oui. Je me demande si, tu sais, Savoie a déjà échangé pour un gars de troisième trio. C'est un 9e au total. Oui. Ils ont eu beaucoup de choix dans les premiers, deuxième, troisième tours. As-tu donné tant de résultats? Bien, c'est sûr que c'est pas un produit fini. Tu sais, si on parle de Constantine Lenius, qui a 18 ans, qui est dans la Ligue américaine, si tu parles de Zach Benson, qui est à Buffalo depuis 2 ans, parce que lui, il a créé toute une surprise en jouant immédiatement à l'âge de 18 ans, ce qui n'était pas nécessairement une bonne idée, mais enfin. Non. Noah Sloan, tranquillement pas vite, qui s'acclimate au jeu de la Ligue américaine. Jiri Kulich, qui joue bien à date à Buffalo. Mais Isaac Rosen, 14e choix, 2021. Lui, je pense que ça va être très, très difficile pour lui parce que, justement, ça en est un autre petit joueur avec un pas pire talent, mais pas exceptionnel. Alors, lui, probablement, va partir à un moment donné. Grosse déception, Jack Quinn, choisi 8e, devant son coéquipier, Marco Rossi. Je dis coéquipier parce qu'ils étaient coéquipiers à Ottawa dans le temps, dans le junior. Et Rossi jouait avec Quinn. Alors, on est en train de se demander, qu'est-ce qui faisait compter Quinn? C'était peut-être Rossi, hein? Puis là, écoute, c'est qu'après, t'as Perfetti, t'as Askarov, t'as Lundell, t'as Seth Jarvis, t'as Holloway, t'as Goulet.
tu sais, t'en as pas mal là aussi. Ouais, là, il y en a qui pas viennent- mal. C'est ça. Des fois, c'est facile de prendre juste un joueur et de dire pourquoi on n'a pas pris lui, mais là, il y en a beaucoup. Alors moi, j'ai pas de misère à faire à être révisionniste dans le cas où il y en a beaucoup après. Fait que, Fait que Buffalo ouais. n'a pas très bien repêché. Pas vraiment. Pas vraiment considérant leur rang de sélection. Pas vraiment. Et puis, à un moment donné, ben, les petites gaffes comme ça au repêchage s'accumulent et font en sorte que lorsque tu mises sur le repêchage pour gagner, et presque uniquement sur le repêchage dans leur cas, ben, c'est sûr que les risques d'échec sont grands. Parce que tu as tout mis tes œufs dans le même panier, mais ce panier-là, tu l'utilises même pas bien. Ouais. Tu sais, c'est le fun d'accumuler les choix top 10. Moi, j'adore ça. J'aimerais ça, moi, être recruteur-chef pour avoir un choix top 10 à chaque année pendant 7-8 ans. Mais si je m'en sers mal de ce choix-là, ben mon équipe à piétine, puis à un moment donné, ben on va mettre dehors. Tu sais, moi, il y a un échange, par contre, qu'ils ont fait que j'ai bien aimé. C'est Casey Middlestad pour Bowen Byram. Ouais. On a échangé un surplus pour aller boucher un trou, parce qu'à la défense, après Dallin Power, Samuelson, c'était très mince. Oui, Byram a eu des commotions, mais c'est quand même un meilleur joueur que Middlestad. Middlestad a eu une grosse saison l'année passée, mais on voit cette année, déjà au Colorado, ça va beaucoup moins bien. Et je ne serais pas surpris qu'il soit échangé encore. Bon, dans les buts, Ukko-Pekka Luukkonen, qui joue quand même assez bien, après de longues années à attendre après lui. Beaucoup avaient lancé la serviette, mais on sait que les gardiens, c'est long. Et on a James Reimer comme adjoint, mais ça, c'est un peu un bouche-trou là, en attendant peut-être Devin Levi. La question est de savoir, est-ce que Devin Levi est un gardien de but de la Ligue nationale? On ne le sait pas encore. Bon, fait que moi, écoute, je vais te demander ce que tu fais avec ce bordel-là, puis Ouf. ensuite je te dirai ce que je ferai, mais probablement qu'on va avoir la même réponse. Ouf. Là, c'est sûr que c'est tentant d'arriver et de dire on fait table rase, là, mais là, ça fait 4 fois qu'ils le font. Là. Ouais, mais c'est parce que là, tu as ça. nommé Ouais. ton directeur des académies de hockey à Buffalo Ouais. et ton responsable du complexe d'entraînement comme directeur général. Oui. Remarque bien, tu sais, si la job avait été bien faite, on n'aurait rien dit. Puis souvent, quand on embauche nécessairement des adjoints ou des amis, ben là, quoique là, c'est un propriétaire avait l'air à bien l'aimer, là. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il sortait des sentiers battus. Même si Evans avait été coach adjoint et qu'il avait été joueur dans la Ligue nationale, il n'y avait pas d'expérience en management. Mais Non. si ça avait marché, on n'aurait pas mis ça sur le dos du fait qu'il n'y avait pas d'expérience en management. Donc ça, j'ai pas trop de problème avec ça. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il ne fait pas le travail. Mais gestionnaire en 2024-2025, ça te prend un minimum d'expérience. Tu as beaucoup de trucs à... Tu gères, moi, Daniel Briand me l'avait dit l'été dernier, d'abord, tu gères 100 personnes, puis tu as beaucoup de dossiers complexes. Je te le dis pas qu'il n'est pas entouré, mais prends quelqu'un qui a été au moins adjoint ou recruteur ou qui a trempé là-dedans aussi, là. Oui, mais tu sais, si tu prends Brière, il n'y a pas beaucoup d'expérience non plus quand il a été nommé. Ben, il a été adjoint quand même avant. Oui, un petit peu, c'est sûr. Tu sais, je pense, moi, là, j'ai pas trop de trouble avec la provenance d'un dirigeant en autant qu'il fait le travail. Ben, il le fait pas. Tu sais, il y en a qui capotaient quand des agents comme Pierre Lacroix ont été nommés. Puis là, directeur gérant. Puis là, là, Lacroix a eu du succès. Puis là, ben, on se dit, finalement, un agent, ça peut être un directeur gérant. Alors, le Canadien a embauché Kent Hughes. Ça a pris du temps à allumer. Ils sont dans le business, ils ont les deux mains dans le business. Je sais. Ben oui, parce qu'ils recrutent, ils négocient des contrats. Puis ils développent. Ouais. Puis ils développent leurs jeunes. Oui. Mais quand Lacroix avait été nommé, ça avait été comme révolutionnaire à l'époque, puis on se disait, qu'est-ce qu'un agent vient faire comme directeur gérant? Fait qu'en tout Moi, cas, je pense que ça prend un nouveau directeur général à Buffalo. Il faut arrêter de niaiser. Puis, si c'était moi, je te dirais, j'essaierais vraiment, vraiment de tâter le pouls pour la valeur des jeunes joueurs. Puis si j'obtiens quelque chose, ne serait-ce que d'équivalent en retour, je serais correct avec ça parce que c'est le mix qu'il faut changer. Alors, si quelqu'un me dit, je veux, je ne sais pas moi, Jack Quinn, je vais te donner ça, ben, peut-être que je le prendrais parce que je me dis, j'ai rien à perdre. Ce mix-là ne fonctionne pas.
Puis c'est ça le problème. C'est ça le problème numéro 1 à Buffalo. Mais Owen Power, je peux te dire une chose. Si quelqu'un en veut, puis si quelqu'un a encore des grands espoirs envers ce gars-là et qui m'offre vraiment beaucoup pour lui, parce qu'il y en a peut-être qui ont espoir ou qui le trouvent encore très bon, ben moi, je saute là-dessus. Parce que pour moi, Power, c'est un des joueurs au contrat et à la réputation les plus surestimés de la Ligue. Non. Écoute, il n'y a pas place à optimiste à Buffalo. Non. Pas pour la Coupe, en tout cas. Comme on aurait pu penser peut-être il y a 3 ans. Trust the process. Trust the process. Cette semaine, exceptionnellement. Puis écoute, on n'a pas de danger avec Pag qui fait les questions pour nos abonnés de main de maître. Et là, pour les 3 questions cette semaine, puisque je suis à distance, Pag, à toi le micro. Incroyable. Et j'accepte avec grand plaisir. Charles Lauzon. Que pensez-vous de Philippe Veilleux des Foreurs de Val-d'Or? Quelle projection faites-vous pour lui et quel rang de sélection prévoyez-vous? Bien, tout d'abord, je voulais dire aux auditeurs, on commence à avoir de plus en plus de questions sur le repêchage 2025. Il y en a beaucoup qui nous demandent quand est-ce qu'on va en parler davantage. Ça s'en vient. Les saisons juniors tirent à leur fin. Les éliminatoires approchent à grands pas. Et là, on va commencer à faire comme on a fait l'an dernier, à parler à chaque semaine d'un certain nombre de joueurs qui sont susceptibles d'être choisis en première ronde. Il va y avoir des cartes cachées, des trucs comme ça. Ça va être la même chose que l'an dernier. La seule chose, c'est que moi, j'aime accumuler beaucoup d'informations sur les joueurs plutôt que de parler d'un joueur au mois d'octobre, puis après ça, de changer complètement mon idée du joueur en question au mois de mars. Tu sais, je trouve que c'est un petit peu contre-productif. Alors, ça s'en vient. Et là, il y a quand même des questions là, qui sont là-dessus. Et les abonnés Patreon, dans ce bloc-là, on répond aux questions. Et il y a beaucoup de questions sur les jeunes joueurs juniors. Fait que c'est un autre endroit où vous pouvez en entendre parler. Alors, pour répondre à la question de Charles sur Philippe Veilleux, c'est très, très difficile de prévoir un rang de sélection parce qu'il s'agit qu'une équipe l'aime beaucoup puis il va partir plus tôt que prévu. En ce moment, je ne sais pas vraiment s'il va être repêché et s'il l'est, ça m'étonnerait que ce soit avant la 5e ronde. Là, certains diront, comme un joueur qui a 70 points en 51 matchs à 17 ans partira en 5e ronde. Bien, on l'a vu avec Justin Poirier l'année passée, hein, qui était un joueur supérieur à Veilleux, qui a marqué plus de 50 buts à 17 ans et qui est sorti en 5e ronde. Veilleux, c'est un joueur petit format qui, aux dernières nouvelles, était à 5 pieds 9, 165, selon les dernières mensurations qu'on avait. Puis, il y a un bon talent offensif, mais pour un petit joueur, c'est pas nécessairement un joueur qui ressort du paquet. C'est pour qu'un joueur de cette taille-là, je le dis souvent, soit repêché haut et produise dans la Ligue nationale, il faut vraiment, vraiment qu'il soit exceptionnel. Alors oui, Veilleux a des bonnes mains, a une bonne vision, un bon fabricant de jeu, capable de marquer des buts, mais c'est pas nécessairement un gars qui va faire lever de leur chaise les recruteurs. Alors, ma projection pour lui, je vois plus un gars qui a besoin encore de développement, certainement dans la Ligue américaine éventuellement. Je présume qu'il va obtenir un contrat parce qu'à 18 et 19 ans, il pourrait avoir des très grosses saisons dans le junior. Mais pour le moment, pour le repêchage qui s'en vient, je serais surpris qu'il soit pris avant la 5e ronde. OK. Stéphane, 6-6-3-7. Caleb Desnoyers au 5e rang ou Carter Bear et Justin Carbonneau au 10e et 16e rang? Mathias, tu vois que ça revient à notre sujet de la semaine passée? Eh oui. Alors, oui. Et pour moi, oui, c'est difficile comme question. J'adore Carter Bear. J'aime beaucoup Justin Carbonneau. Mais en ce moment, au moment où on se parle, donne-moi le meilleur joueur des trois. Donne-moi le meilleur joueur des trois, puis pour moi, c'est Caleb Desnoyers. Alors peut-être que je vais changer de tune après la Coupe Mémoriale, si jamais Carter Bear se rend là, puis fait flèche de tout bois. Et puis, mais pour le moment, moi, je prends Desnoyers avant Bear et Carbonneau. Mais c'est, ça en dit long. Mais c'est très serré, parce que Bear et Carbonneau, c'est des solides joueurs. Ça en dit long pour Desnoyers, compte tenu du fait que tu aimes tellement Carter Bear. Voilà. Pierre-Nicolas Bédard.
J'aimerais savoir ce que le Snake pense de Jared Davidson du Rocket. Mathias, toi, t'en penses quoi de Jared Davidson? Ça doit faire au moins 10 questions depuis quelques mois qu'on reçoit ce gars-là. Il y a beaucoup d'auditeurs qui se demandent pourquoi ce gars-là n'a pas une chance sur un 3e ou un 4e trio à Montréal, parce qu'ils aiment ce qu'ils voient de lui à Laval. Ben, ça peut être le type de... C'est pas le type de joueur qui m'emballe, mais c'est le type de joueur qu'on voit quand même assez souvent, qui est pas sur les radars, qui va se développer, qui vers 24-25 ans va accéder à la Ligue nationale dans un rôle de soutien, va s'accrocher, puis il va jouer plusieurs saisons, puis va être efficace sans être un joueur de premier plan. Et ça se peut. Ça se peut que ça arrive. Vois-tu, je comprends l'engouement parce que c'est quand même un joueur, tu sais, qui a une bonne énergie, marque des buts. Et c'est très difficile de prédire les gars de 4e trio parce que justement, comme tu dis, Mathias, à un moment donné, on a besoin de joueurs comme ça. On le rappelle, il fait belle figure, il gagne pas cher. Puis un gars peut aller chercher une centaine ou 200 matchs dans la Ligue nationale sur un 4e trio, ça c'est sûr. Ouais. La seule chose qu'il joue contre Davidson, c'est qu'il a déjà 22 ans, alors qu'il y a des prétendants au bottom six, mettons, du Canadien, comme Luke Tuck, Florent Jacquet et Owen Beck qui ont 20 ans. Et ces gars-là, ils ont quand même 2 ans de moins que Davidson. Bon, la question que je me pose, est-ce qu'éventuellement Davidson, après la date limite des échanges, va obtenir un rappel à Montréal au mois de mars et jouer quelques matchs, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le corps, s'il est capable de suivre le rythme? Penses-tu, toi? Probablement. Bon, c'est moi, le ça serait type. bien. Là, c'est soit Jacquet. Évidemment, Jacquet, tu sais, il y a l'aspect robustesse, c'est le frère de l'autre et tout ça. Luke Tuck, on verra. On verra. Oui, il a été blessé de toute façon. Là. Ouais. Mais j'avais aimé son camp, Davidson, quand même. Il y avait un bon camp d'entraînement. Ben, j'ai fait certainement jouer 10-12 matchs ici à la fin de l'année. Mais, tu sais, c'est pas le genre de truc là où je me réveille le matin puis je dis Jared Davidson va jouer avec les Canadiens, là. Non. Tant mieux pour lui, là. C'est Ouais. pas mesquin, c'est rien contre lui. Mais ça reste des joueurs complémentaires. Ah, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui se posent la question parce que il fait bien à Laval depuis 2 ans. Et c'est un gars qui, à 19 et 20 ans dans le junior, avait fait belle figure après avoir été complètement ignoré au repêchage à 17-18. Il a été repêché après sa saison de 19 ans. C'est sûr que je crois plus ou moins en ces joueurs-là. Mais un petit rappel pour une équipe éliminée, dans une équipe éliminée des séries, pourquoi pas? Bon, ben parfait. Écoute, ça conclut notre épisode 22. Simon Snake Boisvert, merci à nouveau. Pierre-Alexandre Girard, alias Pag. Free Pag! Merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Et pour nos abonnés, ben, on se dit à vendredi.